Bien alors, dernière intervention de l'après-midi, parce qu'il y en a encore une après le repas, je vous rappelle. Donc c'est Joël qui va nous parler de la guerre Encore? qui s'étend, qui va nous parler. Il a déjà abordé le sujet, donc son intervention va être plus courte et on va pouvoir avoir un vrai débat après. Donc je te laisse la parole, tu interviens. Trois quarts d'heure si tu peux, et ensuite qu'on puisse discuter. Ouais. Voilà. Bon, alors, on en a parlé un peu ce matin, effectivement. Je vais pas vous refaire la liste de ce que j'ai fait ce matin. Quoique, comme c'est pas la même vidéo, je peux, Non, je peux non, non. redire deux mots, simplement. Euh, puisque mon intervention est organisée autrement. Donc, je vais commencer par le plus riche, les guerres. Donc, ça va être simplement un rappel. Je ne vais pas m'étendre dessus sur chaque phénomène, mais bon, les guerres en cours, on va dire. Donc, le principal, c'est l'Ukraine, Russie-Ukraine, enfin, autant Ukraine, Russie, hein. Euh, la guerre qui est conduite par Israël et les États-Unis à la Palestine et par voie indirecte à l'Iran, hein, et au Liban, bien sûr. La guerre qui s'annonce depuis un moment en Asie, autour de Taïwan, voilà. Avec ça, accompagné donc de sanctions occidentales, je disais ce matin qu'elles concernaient au moins un tiers de la planète, des pays de la planète. Donc on voit bien que ce système, on reviendra d'ailleurs sur le système des sanctions, bien sûr. Et puis celle du Yémen, avec les Houthis. Et puis, ça, ce sont les guerres en cours. Alors, il y a des guerres intra-africaines aussi, par exemple, hein. Congo, en particulier. Voilà. Et puis, la mise en place de conflits futurs, puisque tout ça ne suffit pas, bien entendu. Militarisation et nazification de l'Allemagne, je vous en ai parlé ce matin. Alors, ce matin, je l'ai dit, mais ce que je peux faire, c'est vous donner deux, trois choses intéressantes, hein, là-dessus. C'est sur... ça va être quelques petites citations, mais intéressantes sur l'armée allemande, qui se déclare ancrée dans les traditions de la Wehrmacht d'Hitler. Alors, le 12 juillet dernier, donc c'est relativement récent, la Bundeswehr. Alors, la Bundeswehr, je vous rappelle, c'est l'armée allemande, bien sûr, hein, mais c'est les trois armes de l'armée allemande. C'est l'armée allemande au complet. Ce n'est pas. Enfin, c'est l'armée allemande. A publié des informations, alors ils appellent ça comme ça, hein, des informations complémentaires sur les lignes directrices pour la compréhension et le maintien des traditions au sein de la Bundeswehr. Ah ouais. Donc, le document est signé du général Kai Horch-Schmerzer, chef du département de la préparation opérationnelle et du soutien des forces armées au sein du ministère de la Défense. Il désigne explicitement les officiers supérieurs de la Wehrmacht nazie comme formateurs de tradition et créateurs d'identité pour la Bundeswehr. Bah oui. Bundeswehr, c'est l'actuelle armée allemande, elle ne s'appelait pas comme ça sous Hitler.
Les notes complémentaires glorifient franchement les criminels politiques ou les corps d'officiers du régime nazi. Alors, quelques exemples. Hein, ils sont qualifiés de modèles et de héros dans le texte. Hein. Et l'objectif de ce texte est de citer des exemples qui créent une tradition, renforcent le sentiment d'appartenance et par conséquent augmentent la valeur opérationnelle des unités et des formations en zone d'organisation concernée. La zone d'organisation concernée, c'est un peu partout, c'est là où on veut, mais pour l'instant, c'est tourné vers la Russie. Les notes complémentaires indiquent explicitement que l'armée allemande estime que la promotion des officiers nazis est essentielle pour mener la guerre contre la Russie aujourd'hui. Les notes déclarent que le maintien des traditions devrait, entre autres, renforcer la préparation opérationnelle et la volonté de combattre lorsque la mission l'exige. Alors, bien sûr, l'armée allemande, la Bundeswehr actuelle, n'a jamais été dénazifiée. Au contraire, hein, c'est évident. Mais enfin, ils étaient un petit peu sous les radars pour les gens qui ne s'intéressaient pas vraiment à la carrière de ces gens aux noms plus ou moins difficiles à prononcer et obscurs. Mais aujourd'hui, il y a la mise en avant avec les noms de ces gens-là. Et dans un passage remarquable de la note, remarquable pour moi, le document affirme explicitement que le besoin d'efficacité militaire exige que l'on valorise leurs compétences militaires, donc à ces gens-là, je vais vous en parler, au détriment de leur caractère et de leur capacité à fonctionner dans la société. On les extrait et on lâche les chiens. Une plus grande attention, ça c'est la note, une plus grande attention doit également être accordée à l'excellence militaire, capacité aux compétences militaires, par rapport à d'autres exemples de construction de la tradition, tels que les vertus classiques du soldat, c'est ce qu'on appelle le caractère dans l'armée, ou les réalisations pour l'intégration des forces armées dans la société. Autrement dit, les forces armées n'ont pas à être intégrées dans la société. Il faut les en extraire pour pouvoir faire en sorte qu'elles donnent leur pleine mesure, si je puis dire, lors des combats, lors de la guerre. Ça veut dire quoi en clair? La promotion dans l'armée d'officiers nazis, donc qui ont commis des génocides et des crimes de guerre, hein, c'est comme ça que ça se lit, encourage les comportements criminels et antisociaux similaires. Et c'est, selon la note, ça doit être accepté comme une partie nécessaire de la construction d'une armée impitoyable et victorieuse, dans le texte. Je ne résiste pas au passage de vous en lire un tout petit bout. Dans le maintien des traditions de la Bundeswehr, en référence à la nouvelle ère, ça, ils font référence à la politique étrangère. La nouvelle ère, c'est en particulier celle d'aujourd'hui, celle de Olaf Scholz. La génération fondatrice de la Bundeswehr a un rôle important à jouer dans l'exercice militaire qui se caractérise par la tradition. Je continue. Les quelques 40 000 anciens soldats issus de la Wehrmacht, là, c'était l'armée nazie, hein, avaient largement fait leurs preuves au combat et disposaient donc d'une expérience de la guerre indispensable au développement de la Bundeswehr. C'est clair. On s'appuie sur l'expérience des nazis pour la nouvelle armée. Excellent. Alors, expérience, ça veut dire quoi d'ailleurs en clair? Expérience, hein. Faut rappeler, la Wehrmacht n'était pas une simple armée de guerre. La Wehrmacht, c'était un élément central de la terreur nazie. Parce qu'on a souvent dit, enfin, on entend souvent que bon, l'armée régulière, la Wehrmacht, dans ses trois armes, la Heer, l'armée de terre, la Luftwaffe, l'armée de l'air, et la Kriegsmarine,
la marine de guerre, la marine, avait eu un comportement, Modéré. oui, modéré, et puis normal en temps de guerre, c'est-à-dire c'était presque des gentlemen, n'est-ce pas, qui faisaient la guerre à l'ancienne, en respectant l'ennemi. Bon. Évidemment, ce sont des falaises, tout ça. La Shoah par balle, c'est la Wehrmacht. C'est la Wehrmacht. Donc, elle a mené la guerre d'extermination contre l'Union soviétique. Bon, alors on va pas se battre sur les chiffres, hein, 20, 25 millions de morts, mais quand même, voilà. Contre les citoyens soviétiques aussi, pas uniquement contre l'armée. Et ces généraux ainsi que des dizaines de milliers d'officiers et de soldats, comme les SS de la Gestapo, entre parenthèses d'ailleurs, ont participé activement à l'Holocauste. Au total, environ 19 millions de personnes ont été tuées par la Wehrmacht. Pour une armée régulière, c'est efficace. Hein. Et non pas dans des combats directs au front, hein, mais dans des exécutions de masse ou l'extermination de villages ou de villes entières. Voilà. En fait, la Bundeswehr a été construite par les officiers militaires nazis de premier plan. La Bundeswehr, c'est l'actuelle, hein, Wehrmacht ancienne, Bundeswehr actuelle. Et appelée la Nouvelle Wehrmacht d'abord, puisqu'elle a eu comme nom comme la Nouvelle Wehrmacht, puis, alors ça c'est en 55, la date je ne sais plus, hein, novembre 55, et les 44 généraux et amiraux nommés en 57 pour ce qu'on a appelé la Bundeswehr, hein, maintenant, étaient principalement issus de l'état-major général de l'armée nazie. En 59, on comptait 12 360 officiers de la Wehrmacht sur les 14 900 soldats du corps des officiers, dont 300 issus directement du corps de la SS. Voilà. Alors, dans cette note, il donne les noms, puisqu'il faut... Ce sont des héros, n'est-ce pas? Il faut s'appuyer sur... Général Karl Schnell. Schnell. Bon, je ne vous fais pas le pédigré hein, de ce garçon, mais voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été un nazi notoire. Je passe, pour pas être trop long. Et que... il est devenu le deuxième plus haut gradé de l'armée en tant qu'inspecteur général adjoint et commandant en chef de l'AFCENT, qui est une division de l'OTAN. Et entre 77 et 80, il a été le secrétaire d'État au ministère de la Défense. Bon. Le général de corps d'armée Hans Röttiger, il est bien aussi. Bon, c'était les Panzers, lui, c'était... voilà, en 42. Pendant la campagne, l'opération Barbarossa. Voilà. Garçon brillant. À partir de 43, il est chef d'état-major de l'armée en Russie. Et après la guerre, bah, c'est lui qui a joué un rôle central dans le réarmement et a été le premier à occuper le poste d'inspecteur de l'armée le 21 septembre 57. Et donc, le colonel Heinrich Hartmann. Il est bien aussi. Lui, c'est un pilote de chasse. Alors, dans les notes complémentaires là, de la Bundeswehr, il le célèbre comme pilote de chasse le plus titré de l'aviation militaire. 352 victoires aériennes. Il est l'un des 27 militaires à avoir reçu la croix de chevalier de la croix de fer pour son nombre élevé de tués. On ne se refait pas. Bon, évidemment, la propagande nazie, c'était un héros de guerre, ainsi de suite. Et à la fin des années 50, c'est ça qui est intéressant, il forme le Luftgeschwader 71, le Richthofen, le premier escadron de chasseurs à réaction de la Luftwaffe, nouvellement créé. Comme quoi, les traditions ne se perdent pas. Bon, et puis il y en a d'autres comme ça. Il
il y en a encore un ou deux. Bon, il y a Top qui est intéressant, contre-amiral. On va passer un peu de marine pour les anciens. Alors lui, il est mort en 2005, mais tant pis. Top, c'était l'un des commandants, selon les notes complémentaires de la Bundeswehr, de sous-marins les plus brillants de la Seconde Guerre mondiale. Il convient d'ajouter que c'était un nazi ayant des liens étroits avec les plus hauts cercles nazis. C'était pas un gamin grouillot dans les sous-marins. Il était dans la relation avec le secrétaire personnel d'Hitler et il est devenu inspecteur adjoint de la marine après la guerre et a dirigé le département plan et politique au siège de l'OTAN, eh oui, pour l'Europe du Nord en Norvège. Voilà. Bon, j'arrête avec ces gracieux personnages, mais vous voyez, quand on dit que, bon, après tout, il y a une nazification, quand je dis qu'il y a une nazification de l'armée allemande, alors malgré le fait qu'il n'y ait pas eu d'épuration, ça tout le monde le sait, il n'y en a pas eu non plus chez nous d'ailleurs, et bien là on remet en scène, on remet en avant les vertus des officiers nazis. Bien. Je vous ai parlé du pacte ICE ce matin des Brislas, je ne vous en reparle pas, de l'AUKUS aussi, du NORAD aussi. Ah, à propos des Brislas et du NORAD, il y a eu l'attaque de Koursk le 6 août dernier. Hein. Et cette attaque de Koursk, elle a une signification politique profonde. On pourra revenir dessus si vous voulez après, mais bon, voilà. Parce que c'est pas l'avancée sur Koursk. Bon, ils ont rien gagné. Mais il y a une signification politique très importante derrière pour l'OTAN. Voilà. Mais on pourra revenir dessus après. Bah, il faut citer évidemment les exercices militaires de l'OTAN, en particulier contre la Russie et contre la Chine. Voilà. Le renforcement des sanctions. J'en ai brièvement parlé. Un tiers des pays sont touchés par les sanctions américaines, enfin occidentales. Il faut savoir qu'un tiers des pays, quand même, ça représente 60%, je crois, 60% un tiers des pays représente 60% des pays les plus pauvres. Là aussi, il y a peut-être des choses à réfléchir sur les sanctions. Hein. Vous voyez, l'harmonisation des chemins de fer et des routes, je vous en ai parlé ce matin. La demande de l'OTAN, je terminerai pratiquement avec ça, d'un Schengen militaire, ça aussi vous avez dû en entendre parler. L'OTAN a demandé, alors pour ceux qui... L'OTAN a demandé officiellement à l'Union européenne de créer un Schengen militaire. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Schengen, on sait ce que c'est. C'est la libre circulation à l'intérieur de l'espace Schengen. Pas de l'Union européenne, puisque tous les pays de l'Union européenne ne font pas partie de l'espace Schengen, et il y a des pays qui sont dans l'espace Schengen qui ne font pas partie de l'Union européenne. Mais donc libre circulation. Et ben voilà, on y est. L'OTAN a donc demandé un Schengen militaire, c'est-à-dire de la libre circulation des troupes et bien sûr du matériel militaire, sans contrôle, sans avoir, parce que aujourd'hui, les militaires peuvent se balader, à condition, ils l'ont bien sûr, d'obtenir des gouvernements des pays desquels ils vont traverser une autorisation. Mais c'est des démarches administratives quand même chiantes, et puis un peu longues. Ça peut prendre plusieurs jours. Voilà. Donc là, pour répondre à l'invasion russe, parce que vous voyez bien qu'il est évident que les Russes vont attaquer
le reste de l'Union européenne jusqu'à, vraisemblablement, à Brest. Hein, ils s'arrêteront à la mer, quoi. Bon. Non, l'Angleterre aussi. Oui, mais d'abord, il faut s'arrêter, pour respirer un peu, pour passer de l'autre côté après. Donc, partant de de cette supposition, hein, ils disent, ben voilà, il faut réagir beaucoup plus vite, d'où les ponts, les routes dont on parlait tout à l'heure, et la libre circulation, c'est-à-dire pas de papier. Je fais ce que je veux. Je suis l'OTAN, je décide d'envoyer des mecs là, ils y vont tout de suite, et je ne demande rien à personne. Alors, une parenthèse aussi là-dessus, ça paraît comme ça, on se dit, ah ouais, oh là là, mais c'est terrible, parce qu'ils vont c'est vraiment la guerre qui se prépare et tout. Oui, ça c'est vrai, mais c'est pas assez. Parce que, à quoi s'entraînent les troupes de l'OTAN? Alors, il y a les grandes démonstrations, là, avec des noms d'oiseaux à chaque fois sur les opérations. Hein. Voilà, ça dure 2, 3, 4 jours. Il y a les chars, les avions, on fait joujou, on envoie tout ça, on réplique à une pseudo-avancée russe, enfin voilà. Mais c'est pas l'occupation principale des armées de l'OTAN, ça. L'occupation principale, c'est-à-dire l'entraînement principal, et l'armement principal des forces de l'OTAN, il est dirigé contre la population civile. Je m'explique. Les entraînements se font sur le concept suivant de l'OTAN, la prochaine guerre sera une guerre dans les villes. Parce que la race campagne, bon voilà, on arrose ça avec un tapis de bombe, méthode américaine, hein, sans distinction, on arrose, ce qu'ils appellent le tapis de bombe, hein, on arrose depuis là-haut, voilà, et puis on tire des coups de canon César quand il nous en reste pour nous. Bon, donc, c'est pas une guerre de proximité, de tranchée comme on a connu en 14, c'est le plus loin possible pour faire dans son camp le moins de pertes possible. Très bien. Mais voilà, quand on dit la guerre sera une guerre dans les villes, et elle sera beaucoup plus terrible, ce qui est vrai d'ailleurs, parce que, je ne sais pas, vous avez suivi ça évidemment, quand l'État islamique a été expulsé de Kobané, par exemple. Ce sont des guerres qui durent des mois, où il y a un nombre de morts considérable, alors non pas par les bombardements, parce que les deux camps y sont, quoique on envoie quand même des drones, bon. Mais parce que c'est comme une guerre civile, c'est immeuble par immeuble, appartement par appartement, couloir par couloir, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est à ça que s'entraîne l'OTAN. Pourquoi ? Parce que l'OTAN n'est pas sûre, de même que l'Union européenne, finalement de la discipline totale de ces populations. Et donc, eh bien, il faut tout prévoir. Alors, il faut prévoir une invasion russe, parce qu'elle est imminente, c'est sûr. Hein, elle est prévue pour 2027-2030 hein, par l'OTAN. Voilà. Mais il faut aussi prévoir que la population ne soit pas si disciplinée que ça. Puis on ne sait jamais, entre-temps, il peut y avoir des fous qui veulent faire une révolution. Voilà, donc d'un côté, on désarme la population, et de l'autre côté, bah, l'OTAN s'entraîne, elle, à occuper l'espace. L'espace, les villes, voilà. Donc, c'est très important, ce truc-là. C'est très important, parce que ça nous concerne beaucoup plus directement que si on se dit, ouais, ils veulent aller en Ukraine, bon vent, allez-y. Non, 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 non. Ils se préparent à intervenir ici. Donc excessivement important, c'est cet espace Schengen qui est demandé par l'OTAN. Bon, on pourrait, enfin, je pourrais allonger la liste, il n'y a pas de souci, mais
c'est pas la peine pour la démonstration. Alors, on se dit, bon, mais, ok, pourquoi ces guerres, finalement, cette préparation de la guerre, ces guerres tous azimuts, ces guerres économiques, de communication, on l'a vu tout à l'heure, technologiques, et puis militaires. Bon. Pourquoi une troisième guerre mondiale? Bah, je crois que pour comprendre ça, ça aussi on en a parlé tout à l'heure, mais là je veux faire le lien, parce que la réalité c'est qu'il y a un affaiblissement, on l'a dit ce matin, et une contestation de la domination américaine. Comme maître du monde, ce qu'on a appelé le monde unipolaire. Et, comme on le disait ce matin, quand plus rien ne marche, c'est-à-dire que quand les pressions économiques fonctionnent moins, les sanctions par exemple, quand la pression économique sur les partenaires fonctionne moins, parce que les partenaires, au bout d'un moment, peuvent se leur rebeller, les populations peuvent se rebeller, eh bien, il reste que la guerre. Voilà. Il reste que la guerre. Et dans l'affaiblissement général du système américain, de l'impérialisme américain et du monde dit unipolaire, un des phénomènes les plus caractéristiques et les plus récents, c'est le sommet des BRICS. Voilà. Donc le sommet des BRICS, deux mots là-dessus quand même, parce qu'il y a des rappels à faire. Donc 22-24 octobre à Kazan, en Russie. Oui, enfin bon, bref. Alors, il y a eu... alors les BRICS, c'est pas nouveau, hein. On est bien d'accord aussi. La création des BRICS, c'est en 2005. Il y a eu une réunion à l'ONU d'un certain nombre de pays, donc les BRICS, les BRICS d'ailleurs à l'origine. Je vous fais pas injure, hein, mais bon, Brésil, Russie... Inde, Chine, voilà. Après. BRICS, sud de l'Afrique du Sud, mais c'est venu un petit peu après. La première réunion formelle de ce groupe-là, des BRICS, ça a été en 2006, et en 2009, le premier sommet des BRICS, déjà en Russie, hein, Ekaterinbourg. Voilà. Je vous passe tous les sommets des BRICS depuis, parce qu'il y en a eu un de chaque année, dont 3, je crois, en visioconférence, à l'époque du Covid, 20, 21, 22, par là. Et le 23 à Johannesburg, justement, en Afrique du Sud. Ok. Alors, ce sommet de Kazan, le dernier, il est excessivement important, bien sûr, puisqu'il a réuni 36 nations, dont 22 représentés par des chefs d'État, c'est-à-dire plus que le G20, et 6 organisations internationales, dont les Nations Unies, par son secrétaire général, Guterres, et ça c'est très important, parce que c'est la première fois que les Nations Unies, enfin un représentant des Nations Unies, le premier représentant des Nations Unies, assistait au sommet des BRICS. Pourquoi c'est très important? Parce que on voit que ça a commencé à pivoter. C'est-à-dire que les BRICS, alors les BRICS, c'est, comme on le disait ce matin, mais ça n'est pas un mouvement anticapitaliste, hein, on est bien d'accord. C'est la réunion de pays souverains qui veulent échanger, là aussi d'une façon souveraine, c'est-à-dire multilatérale, hein, souveraine, sans avoir de doctrine officielle
économique. Capitaliste, pas capitaliste. C'est l'origine des BRICS. Bon. Mais le sommet de Kazan a une importance particulière, on va le voir juste après. Et donc, les BRICS s'étant étendus aux BRICS+, hein, je vous rappelle qu'il y avait déjà eu un certain nombre de pays qui avaient adhéré aux BRICS, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran. Non, pardon. L'Arabie Saoudite, non. Hein, l'Arabie Saoudite n'a pas ratifié son adhésion encore. Mais bon, il y a un certain nombre de pays qui ont adhéré aux BRICS. Oui, les BRICS+. Et puis, il y a des nouveaux adhérents qui ont demandé à adhérer. Et donc, ils se prévalent aussi de la Charte des Nations Unies. Et oui, c'est-à-dire d'un monde où chaque pays compte pour un, sans prédominance. Et évidemment, les Nations Unies, là, se sentent un peu vacillées parce que tout le monde dit que c'est une institution inutile, qui ne joue pas son rôle, qui ne joue plus son rôle, ce qui est en partie vrai d'ailleurs, hein, bien sûr, qu'il fallait rénover tout ça. Et finalement, c'est ce que sont en train de faire les BRICS, de rénover tout ça, de repartir sur les bases du traité des Nations Unies, de constitution des Nations Unies. Donc, il était important, évidemment, Gutiérrez n'est pas un cinglé, il n'est pas c'est un type intelligent, évidemment. Et lui, il sait bien que il y a quelque chose de parallèle qui est en train de se constituer sur les bases de ce que devrait être l'ONU encore, qui ne l'est plus. Et donc, il y a danger. Il y a danger. Donc, il y va. Voilà. Bon, alors après, c'est pas des banalités, il faut le dire quand même, mais bon, les BRICS, ça représente près de 50% du PIB mondial. J'aime pas parler de ça parce que moi, l'économie n'est pas... Enfin, c'est intéressant. Je vais pas dire ça parce que je vais me faire honnir par Jacques là-bas, mais c'est pas que c'est... Mais l'économie, c'est pas une science, et puis ça doit être à notre service, point. Voilà. Donc, on peut citer toujours des chiffres économiques très intéressants, mais qui ne donnent pas les dimensions politiques des choses. Bon. Mais enfin bon, 50% du PIB mondial et plus de 40% du volume mondial des échanges. Ça, c'est plus intéressant, en revanche. Voilà, 40% du volume mondial. Les BRICS actuels, hein, actuels. 5 membres des BRICS font partie du G20. C'est amusant, ça, hein, non? Et avec l'Arabie Saoudite, si elle confirme, c'est presque un tiers du G20 qui sera dans les BRICS. Ça aussi, c'est intéressant. Bon. Quant au G7, ah oui, G7, Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Royaume-Uni et le maître du monde, l'Empire, les USA, il représente 35% du G20. C'est-à-dire que avec l'Arabie Saoudite, si elle confirme, on serait pratiquement à égalité, 33 contre 35%. Bon, on voit bien que, et ça peut évoluer évidemment dans le bon sens. Hein. Bon. Alors, on a dit cette réunion de Kazan, ça a surtout servi à Poutine à montrer qu'il n'était pas isolé. Je veux, oui, qu'il n'est pas isolé. La preuve. Bon. Mais ça a servi quand même à autre chose. Ça a servi aussi à montrer que... Enfin, ça a servi à montrer. Ça a montré au passage, parce que ça n'a pas servi à ça, mais ça a montré que les sanctions appliquées à la Russie
depuis 2014, pas 2022. Hein. Les sanctions contre la Russie ne sont pas liées à l'envahissement, entre guillemets, de l'Ukraine. 2014. Eh bien, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché sur le plan économique, et puis ça n'a pas marché sur le plan politique. C'est quand même intéressant. Voilà. On peut dire que ça a renforcé la position de la Russie. Ça a renforcé son économie, d'ailleurs. Voilà. Alors, bon, je vous fais grâce, d'ailleurs je ne les ai pas lus, des 138 paragraphes de la déclaration de Kazan, qui a acté 4 adhésions, donc l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran et les Émirats arabes unis. Très intéressant, on est en plein pétrole. Hein. C'est-à-dire que tout ce qui produit du pétrole est maintenant, à part le Venezuela, est maintenant dans les BRICS. Mais le Venezuela a demandé son adhésion aux BRICS, mais bon. Voilà. Donc, ce sont toutes les matières premières, enfin énergétiques premières, qui sont rentrées dans les BRICS. Bien. Donc 4 adhésions. Ils ont créé un statut de partenaire. Ça, c'est hyper intéressant, parce que il y a des pays qui ne veulent pas rentrer dans les BRICS, mais qui veulent commercer avec les BRICS. Ben voilà. Donc, 14. Je vous les cite, je sais pas. Ouais, pour la vidéo. Algérie, Bolivie, Bélarus, Cuba. On va enfin avoir du rhum. Indonésie, Kazakhstan, Malaisie, Nigeria, Ouganda, Ouzbékistan, Thaïlande, Turquie, Vietnam. Bon. Autrement dit, alors ça fait du monde et ça fait surtout beaucoup d'Asiatiques. Hein, quand on parlait tout à l'heure de la guerre qui se prépare vers la Chine, on voit aussi qu'une partie de l'Asie n'est pas tout à fait prête à ce genre de sport. Hein, voilà. Donc, c'est les pays les plus importants de l'Asie du Sud-Est. Bon, voilà. Donc, pétrole et gaz, hein, on a tout ce qu'il faut, là, avec le Nigeria, évidemment. Et voilà. Alors, ils ont aussi, c'est la 3e décision des BRICS, je crois, 2e, créé un marché de produits alimentaires en alternative au marché de Chicago. Et donc, enfin en alternative, en concurrence avec le marché de Chicago. C'est plus juste. Bon, je ne vous fais pas le truc, vous le savez, toutes les marchandises, tous les produits alimentaires, enfin les marchandises de base, des produits alimentaires de base, riz, blé, bon, ça passe par le marché de Chicago. Or, avec la création de ce marché des produits alimentaires, bien, il y a une partie de Chicago, du marché de Chicago, qui va sortir, sortir de l'influence américaine et sortir du dollar. On va en parler après. Alors là, j'étais obligé, malgré ma réticence sur l'économie, de me plonger un peu dans le truc quand même, parce que il y a 2 créations, BRICS-Clear et BRICS-Ray. Donc, BRICS-Clear, système d'échange entre les pays des BRICS et les partenaires, à la fois monétaire, visiblement en crypto-monnaie, d'après ce que j'ai compris, mais on pourra en parler, et de clearing. Et là, j'ai appris beaucoup de choses, parce que j'ignorais que l'Union européenne avait pratiqué le clearing, des années 50 à 1957, visiblement. Et ça, c'est très important, puisque ça évite dans les échanges de payer la facture au coup par coup, hein, mais de la payer à un terme fixé pour tout le monde. 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, voilà. Je crois que l'Union européenne, c'était 1 an, je ne sais pas si c'était exact, mais il me semble que c'était un clearing à 1 an,
Et donc, de ne pas débourser et de ne verser que le solde. Voilà, si on est importateur net, eh bien, on ne règle que la partie qui reste à régler. Voilà. Et donc, ça évite un tas de travail, de mouvements sur les devises, sur un tas de choses. Voilà. Donc, alors c'est important aussi, pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est une accélération, ça va être une accélération des échanges sur les pays des BRICS, les nouveaux et les pays partenaires, les 14 nouveaux pays partenaires des BRICS. Donc, parce qu'aujourd'hui, les BRICS, donc en tout, ça fait 22, hein, ils sont 22. Donc, accélération du commerce, et puis dédollarisation, entre guillemets, c'est-à-dire échange autrement qu'en dollars. Voilà. Et puis, la création de BRICS-RE, donc BRICS Réassurance. Hein. Bon, tous les pays ont des sociétés de réassurance. Nous, on en avait une nationale, je ne sais pas si elle est toujours nationale. Il y a des... c'était la Caisse des dépôts hein, qui faisait... Non, c'est la COFAS. La COFAS, oui, pardon. C'est la COFAS qui faisait ça. Et puis, il y a des sociétés privées françaises, AXA, par exemple, AXA Re. Bon. Toutes les compagnies d'assurance essayent d'être sur ce marché-là, puisque c'est assez juteux, en fait, puisqu'il s'agit d'assurer les marchandises et les transports. Donc, on voit bien que dans les échanges internationaux, il y a quand même... des pépettes à se faire. Voilà. Voilà. Bon. Tout ça étant indépendant de ce qu'on appelle l'Occident, quoi, en fait, des pays occidentaux. Et puis, il y a des décisions politiques. Alors, j'en ai retenu 3 ou 4. Il y en a plein. J'en ai retenu 3 ou 4 parce que je n'ai pas tout traduit, parce que évidemment c'est pas en français. Hein. Tout ça n'est pas en français, ça n'existe pas. Bon, c'est en anglais, mais ça n'existe pas en français. Bon, par exemple, la reconnaissance de l'État palestinien par les BRICS. Bah oui. Alors, un appel qui sonne vraiment comme un peu plus que ça. Mais bon, à Israël, à ne pas tirer sur les forces des Nations Unies, au Liban en particulier. D'accord ? L'Inde et la Chine, avec la médiation de la Russie, ont décidé de régler leurs problèmes. Alors quand je dis leurs problèmes, je regarde où j'en suis. Leurs problèmes, c'est l'Himalaya, quoi. Hein, parce qu'il y a des problèmes de frontières, là, depuis des lustres. Voilà. Ils ont affirmé que le règlement de ces problèmes géopolitiques, et donc à terme, ça c'est les BRICS, mais à terme aussi des partenaires, hein, ça englobe, voilà, par des négociations, hein, était la priorité absolue des BRICS. Pourquoi ? Évidemment, ça ne peut pas être comme chez nous, où, par exemple, des pays qui ont un différend important sont ensemble dans l'OTAN. Exemple, la Turquie et la Grèce. Chypre et la Grèce. 2 pays de l'Union européenne, là, cette fois-ci. Chypre et la Grèce. Bon. Donc, on comprend bien pourquoi c'est une priorité absolue pour eux. Ce qui les conduira vraisemblablement, ça fera plaisir à Gilles, à créer un mécanisme institutionnel pour régler ces différends. Ah oui, parce qu'il n'existe pas aujourd'hui. D'accord, ok. Bon. Donc, ce qu'ils appellent l'Occident global, hein, c'est-à-dire, faut que j'aille vite, oui. Ce qu'ils appellent l'Occident global, c'est-à-dire l'Occident qui n'est pas l'Occident. Enfin, l'Occident avec des pays qui sont comme le Japon, par exemple. Hein, voilà.
l'Occident global. En fait, les pays les plus alignés sur la politique américaine. Hein. A bien compris que sa domination était en train de diminuer et possiblement de s'effondrer. Hein, voilà. Et qu'un nouvel ordre mondial était en train de naître. Ce qui n'était pas le plan d'origine, si je puis dire. Les BRICS n'étaient pas faits pour ça. Mais à force d'énerver le marin, comme on dit, il se passe des choses, quoi. C'est-à-dire que les choses sont en réaction. Hein. Ça rappelle furieusement, d'ailleurs, la guerre en Ukraine, qui est en réaction aux avancées de l'OTAN et de l'Union européenne. Enfin, je dis l'un et l'autre, puisque ça va de pair. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient aller plus dans la question, lors d'une dernière université, il y a eu une intervention, on a fait une vidéo là-dessus, c'est-à-dire qui montre comment l'OTAN et l'Union européenne vont de pair, que l'entrée dans l'Union européenne peut être l'entrée dans l'OTAN, mais que l'entrée dans l'OTAN est souvent aussi la clé d'entrée dans l'Union européenne. Bien. Et que ce nouvel ordre international qui est en train de naître sous nos yeux, on vit une époque formidable pour ça. Non, mais je plaisante pas. C'est basé sur quoi? Sur le respect du droit international. La déclaration de Kazan, comme toutes les déclarations... Alors, j'ai relu moi aussi des tas de déclarations de Vladimir Poutine. Il s'appuie constamment, dans toutes ses déclarations, sur le droit international. Constamment. Oui, c'est pas ce qu'on entend à la radio ou à la télé. Excusez-moi, c'est un fou violent qui agresse tout le monde, mais non. Il s'appuie constamment sur le droit international. Donc c'est bien de ça qu'il s'agit. Fin de l'hégémonie des États-Unis, alors sur le commerce et sur sa monnaie. Voilà. Bien que, comme le disait Sapir, il faut comprendre des choses comme un processus. Hein. C'est pas la fin du dollar, c'est pas la fin des relations internationales, c'est pas la fin de la domination états-unienne non plus. Mais le processus est enclenché et s'accélère. D'où d'ailleurs la guerre comme dernier recours. Comme processus aussi. Comme processus de pression d'abord et comme dernier recours ensuite. Bon. C'est aussi la fin de l'extraterritorialité du droit américain pour un certain nombre de pays. Et ça, c'est un morceau aussi. Eh oui. Et puis, c'est la fin, ça l'Occident l'a compris, du néocolonialisme. Du néocolonialisme. Des néocolonialismes. Celui des USA sur un certain nombre de pays, néocolonialisme, on va dire, économique, culturel, voilà, et des pays de l'Union européenne par rapport à leurs vraies colonies aussi, dont les nôtres. Bon. Voilà. Et donc, ça, c'est compliqué à accepter pour l'Occident. Donc, face à ça, parce qu'ils voient le processus, ils ne sont pas stupides, ces gens, ils s'énervent. Alors, ils s'énervent. Jusqu'où iront-ils? Pour l'instant, ils n'ont jamais refusé l'obstacle, comme on dit en équitation. S'il a fallu la guerre, ils l'ont faite. D'ailleurs, le seul pays qui ait utilisé l'arme atomique, c'est les États-Unis. Ce n'est pas la Russie qui va l'utiliser. Non, non. Ce sont bien les États-Unis. Alors qu'ils n'en avaient pas besoin, bien sûr. Hein. Mais bon, il fallait tester quand même. Donc, comment l'Occident peut parer à ça? Soit ils acceptent la réalité. Il faut laisser la place. Du moins une place, la place. Et elle sera
la place à laisser de plus en plus grande. Ça veut dire accepter qu'il y ait des nations souveraines. Ça veut dire que leur arrière-cour, une partie de leur arrière-cour, hein, c'est-à-dire l'Amérique latine, ne rentre pas dans les BRICS. D'ailleurs, il y a une pression sur le Brésil pour que le Venezuela ne rentre pas dans les BRICS. Bien. Mais c'est partie remise. Soit, ils l'ont toujours fait, hein, je le disais, la force, la guerre, ça a été vrai dans les colonies, ça peut être vrai encore, en pensant que la guerre a beaucoup d'avantages quand même. D'abord, ça fait tourner l'économie, en particulier l'économie de guerre. Et les États-Unis sont quand même des spécialistes, c'est-à-dire que tout le monde sait, tout le monde a entendu parler du complexe militaro-industriel, comment on appelait ça, de l'État profond US, qui en sous-main active tous les leviers pour pouvoir commercer, vendre des armes. Et les armes ne sont vendables que si elles sont utilisées et détruites. Donc ça relance l'économie. On peut gagner, on ne sait jamais, hein, quand même. On peut gagner, et en cas de victoire, c'est vachement intéressant, parce que on aplanit, là, on domine des nations, on domine de nouvelles nations. Ça veut dire de nouvelles populations, mais ça veut dire de nouvelles ressources, parce que c'est ça l'essentiel, quand même. On remet la main sur tout ce qui est énergie fossile, on remet la main sur un certain nombre de nouvelles technologies, puisque les pays des BRICS sont très avancés dans certaines technologies, que ce soit l'Iran, la Russie bien sûr, l'Inde évidemment, la Malaisie. Donc on remet la main là-dessus, et puis ça soude un peu la population intérieure. Bonne guerre, tout le monde est pour. Donc, ça soude les populations. Voilà où nous en sommes. Mais bon, je conclus en disant que malgré tout, les peuples ne sont pas très chauds pour se battre. Parce que d'expérience, ils savent qu'ils se battent plutôt pour leurs industriels que pour leur pays. Bon. Alors, comme disait Vladimir Ilyich Ulyanov, que faire? Puisqu'il est beaucoup cité, surtout dans sa question, depuis ce matin. En fait, pour nous, parce que les BRICS, le mouvement des BRICS, sont un mouvement contre la guerre, puisque en revenant aux sources des Nations Unies, on est dans un processus anti-guerre. Et en se renforçant, elle conforte le côté anti-guerre. Donc on peut prier effectivement que les BRICS s'étendent encore, ok? Mais chez nous, Macron, bien qu'ayant voulu s'inviter BRICS, j'ai bien aimé, Sapir l'a appelé Picassiette. On ne s'invite pas là, dans une partie où on n'est pas invité. Donc il s'est fait jeter, tout à fait normal. Hein. Les videurs l'ont pris et voilà, parfait. Voilà. Mais donc pour nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour nous, France, peuple français, on n'a pas de solution directe face à l'escalade massive de la guerre impérialiste. En dehors, alors évidemment, en dehors de la sortie de l'OTAN, de l'Union européenne, bien sûr, mais on n'en est pas là aujourd'hui. Malheureusement, mais on n'en est pas là. Donc, à part la constitution d'un mouvement anti-guerre puissant, qu'on ne voit pas arriver non plus, puisque tous les partis politiques sont pour. C'est-à-dire qu'en votant
des crédits à l'Ukraine, les ventes d'armes, ainsi de suite, ils alimentent, ils sont pour la guerre. Je ne parle même pas des Verts allemands qui sont les pires, des bellicistes. Hein. Alors qu'ils procèdent, enfin leur acte de naissance, c'était le pacifisme. Hein, si, je sais pas si... Ouais. Donc, on n'a pas d'autre solution que ça aujourd'hui. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Hein, mais sortir de l'Union européenne, de l'OTAN, du capitalisme, c'est pas encore. Donc, on n'a que ça. Voilà. Bien sûr, dans un monde idéal, on devrait sortir de tout ça et adhérer aux BRICS. Et rentrer au BRICS, oui, évidemment. En tant que pays non aligné, qui est un peu le processus que dessinent les BRICS. Voilà. Eh bien, j'ai terminé. Bravo sur Michel. Bravo sur